Ça va, Caroline? Ça va et toi? Ça va bien. Alors, je t'avais proposé cette rencontre en fait parce que je trouvais qu'il fallait parler de Rivage de la colère en cela qu'il il rendait son lecteur dépositaire de son combat et de sa colère. C'est-à-dire que c'était vraiment un passage de relais tout au long de la lecture et qu'on ressentait vraiment quelque chose de très fort à découvrir un pan de l'histoire qu'on ignorait. Donc, déjà, je vais peut-être poser le décor un peu. Oui, très bien. Ça se passe dans l'archipel des Chagos, au large de l'océan Indien, près de l'île Maurice. On fait connaissance avec Marie-Pierre Ladouceur en mars 1967, qui attend un bateau qui va décharger sur la plage des éléments nécessaires à la vie de l'île. Et à ce moment-là, elle va rencontrer Gabriel, qui est un jeune homme qui va assister l'administrateur de l'île. Et entre eux va naître un amour, une passion même. Mhm. Et de leur amour va naître un enfant qui s'appelle Joséphin. Mais tout ça va être bouleversé par l'indépendance de l'île Maurice en 1968 et, euh, et le déracinement de toute la population de cet archipel des Chagos vers l'île Maurice. Et parce que l'île de Diego Garcia, où se passe l'histoire, va être utilisée comme base par les Américains et vendue par les Anglais qui avaient autorité sur cette île auparavant. Et donc, on va assister à la déchéance, même on peut dire, de Marie-Pierre Ladouceur et de toute sa famille, de son fils et de Gabriel, et découvrir du même coup un épisode historique qui était totalement méconnu en ce qui me concerne, Mhm. et, euh, et qui était précieux dans le sens où il était proche de ton histoire à toi. Et Ouais. c'est là-dessus que j'aimerais qu'on commence, c'est-à-dire que tu nous parles de tes origines Mhm. et notamment des histoires qu'on t'a racontées quand tu étais enfant. Alors, c'est évidemment un livre qui puise sa source dans mon lien à l'île Maurice. Je suis mauricienne par ma mère. Et ma mère a eu la chance de vivre quelques semaines sur cet archipel du bout du monde, les Chagos, avant que les îles soient vendues par les Britanniques aux Américains. Et elle m'a toujours parlé de ces quelques semaine d'émerveillement sur l'île de Diego Garcia, où elle se trouvait avec ses frères, sa sœur et sa mère, ma grand-mère. Et puis, ça, c'est la partie, on va dire, lumineuse de l'histoire, mais derrière ça, il y avait la colère, il y avait la rage et il y avait l'indignation. Puisque, comme tu l'as bien synthétisé, il se trouve que la population a été déportée, expulsée de force. Et elle avait l'impression, je crois, ma mère, que ce paradis-là, c'était aussi un peu le sien. Et d'une certaine façon, il y avait une communauté d'âmes entre elle et les Chagossiens. Et la déportation de ses frères d'âmes, eh bien, c'était un peu son exil à elle aussi, qui a dû quitter l'île Maurice en 1968, au moment de l'indépendance, pour venir en Europe. Donc, tout a commencé pour moi, finalement, avec les souvenirs de ma mère, qui me parlait des Chagos, qui me berçait avec les Chagos, et puis de ce sentiment qui perçait à travers la fêlure dans la voix, le regard qui brille un peu plus, alors que moi-même j'étais une gamine, de cette rage et de ce sentiment de révolte profond pour un peuple qui avait été bafoué dans ses droits. Et tout ça dit bien l'importance de l'enfance dans l'écriture, puisque finalement ce livre, c'est un peu de l'enfance de ma mère et c'est mon enfance à moi à travers la transmission de cette histoire douloureuse. Donc je crois effectivement que j'ai un rapport très profond, très viscéral avec l'île Maurice, avec cette culture-là, avec la langue créole. Euh, Tu as une et expression assez belle quand tu dis que l'île Maurice et les Chagos, c'est le caillou dans ta chaussure. ouais, c'est-à-dire que il y a des origines qui peuvent paraître évidentes. Je crois que la mienne ne l'est pas. Il y a un premier problème qui est la question de la peau. Cette fameuse peau, peau métisse, peau blanche cœur noir. Enfin, c'est très compliqué d'expliquer ça quand on n'est pas visiblement d'une origine ou telle qu'on l'imaginerait en tout cas, donc brune vraiment. Et de ce fait, il y a toujours une espèce de légitimation à chercher pour dire non, non, mais je suis bien mauricienne aussi, même si ça ne se voit pas. Et c'est vrai que le sentiment de ne pas avoir la même peau que ma mère,
hein. C'est quand même quelque chose de très troublant. Et donc, l'écriture, pour moi, est une quête de peau et une quête de reconnaissance. J'ai envie que mon île aussi me reconnaisse comme une des leurs. Voilà. Oui, revenir à ton origine, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est en cela que, enfin, quand tu avais présenté ce roman dans une librairie, à l'époque où on pouvait encore y aller, tu disais que c'était ton second premier roman. Ça, c'est vrai. Et j'ai trouvé que cette expression était très évocatrice parce que le premier roman était une promesse faite à Evelyne Pizier pour retracer son parcours. Et quelque part, il reprend un peu les mêmes thèmes. Enfin, on essaie de comprendre l'oppression, on essaie de comprendre l'injustice, on a un regard sur la colonisation. Mm. Et en même temps, on a un crescendo de colère, de révolte et d'incompréhension qui aboutissent à l'engagement. Oui, il y a quand même des ponts, ça c'est sûr, entre Et soudain la liberté et Rivage de la colère. Et ces ponts sont évidents dans le sens où j'avais envie, je crois, d'écrire Rivage de la colère avant même de rencontrer Evelyne. Mais c'est ma rencontre avec Evelyne Pizier qui m'a permis d'assumer plus ouvertement le désir d'écriture et donc de coucher sur le papier l'histoire du peuple chagossien. La question de la colonisation, elle est très profonde pour moi. Elle est finalement plus centrale que ce que j'aurais pu imaginer même il y a quelques années. Et ce que je voulais montrer dans cette histoire, c'était ce qu'on pourrait appeler un décentrement du décentrement. C'est-à-dire qu'on a un personnage de Mauricien qui s'appelle Gabriel Némorin, qui est le produit quand même de la colonisation britannique à l'île Maurice, mais qui, lorsqu'il débarque au Chagos, qui est donc l'île appartenant à l'île Maurice, eh bien, va faire l'expérience d'être lui un peu aussi le colon, c'est-à-dire qu'il est vecteur de toutes les valeurs liées à l'Occident, il peut réciter du Shakespeare ou du Molière dans le texte ou presque, et donc il arrive face à un peuple qu'on appelle les Chagossiens, qui sont des descendants d'esclaves malgaches, qui sont quand même imprégnés aussi d'une forme de culture africaine qui retrace leurs propres origines. Et il va y avoir un choc entre deux cultures qui pourtant viennent du même terreau. Et je voulais montrer comment celui qui pour nous aurait pu être, entre guillemets, l'incarnation de l'exotisme, c'est-à-dire le mauricien, va devenir le représentant presque du lecteur occidental en Exactement, arrivant au Chagos. c'est vraiment ça. Enfin, il a un rôle qui est intenable parce qu'il est double. Oui, En même temps, il tombe amoureux d'une femme des Chagos, une Chagossienne, et en même temps, il est vraiment la voix de la civilisation et la voix des Britanniques. C'est son dilemme au départ. Et on voit que quand il débarque sur cette plage qui est paradisiaque, mm. c'est vraiment la plage de l'amour, du paradis perdu. Si vous voulez, on a une photo de la Oui, on plage va vous des Chagos montrer. et du Cocotier, on va vous montrer. C'est vrai Si que c'était un Nathalie, paradis, hein. Merci c'est Nathalie. magnifique, Merci Nathalie. c'est vraiment un paradis perdu. Donc là, on voit une femme Et portant un panier de coco sur la tête parce que l'île ouais, vit beaucoup du commerce du copra, donc la noix de coco séchée. On doit voir voilà. un paysage, voilà, des petites huttes à l'époque, les cocotiers. Vous voyez le type d'habitat très simple et en même temps, on a envie d'y aller dans la chaumière. Ça a l'air assez Oui, confortable vraiment. aussi. Oui. Et Et c'est et vas-y, c'est pardon. vraiment c'est une forme de paradis perdu qu'on voit dans toutes les histoires depuis Pocahontas en fait. Enfin, c'est vraiment ça, c'est l'arrivée de l'Européen qui va amener son péché en fait et qui Sauf va que amener sa là, ouais. corruption. Sauf que là, l'Européen, en fait, est un Mauricien, qu'il est Oui, lui-même colonisé, mais qu'il semble avoir tellement intégré les valeurs, on va dire, des colons britanniques, et puis aussi l'âme francophone, parce que c'était une île très, et c'est toujours une île très francophile, francophone, que il a endossé, on peut dire aussi, la peau du colon, alors que lui-même, en réalité, est sous la coupe des Britanniques. Donc, je voulais montrer un petit peu aussi ce jeu de miroir. Mais ce qui est certain, c'est que les Chagos à l'époque, mais quand je dis à l'époque, je ne parle pas du XVIIIe siècle, je ne parle pas même de 1920, on parle des années 60, on parle d'hier, vraiment. C'était mm, une île qui vivait dans une forme de hors temps. C'était une île où il n'y avait pas d'argent, une île où les gens vivaient du troc. Je pêchais un poisson et en échange, vous me donniez une poule. Je vous réparais une table et en échange, vous alliez me coudre un vêtement. Dans et les puis, années 60. il y a aussi quelque chose d'autre qui est très frappant, c'est que c'est un peuple dont les liens sont extrêmement familiaux.
Oui, Enfin, on sent une fraternité entre eux et une union entre eux qui est de l'ordre de la communauté au sens absolu, en fait. C'est pas un peuple qui est uni par exemple, on est uni par l'idée d'une identité française ou d'une identité anglaise. Là, c'est vraiment des liens entre les gens. absolument. Alors la première des raisons qui peut expliquer ça, c'est que c'était aussi globalement une population analphabète qui n'avait pas accès à l'éducation. Donc la vie, c'était le fait d'aller pêcher, c'était le travail du coco qui était donc majeur sur tout l'archipel. C'était le fameux Sega, ce qu'on a vu au début Mm. en introduction, c'est la fameuse danse mauricienne traditionnelle avec ces grands tambours qu'on appelle des ravanes et qui sont là aussi des héritages de la culture africaine et malgache. C'est des choses simples, entre guillemets, donc sans tomber dans la caricature, parce que ça, c'était quelque chose qui me faisait vraiment peur aussi, sans tomber dans Oui. la caricature de l'exotisme ou de la pure carte postale qui aurait tendance à montrer les indigènes, quelle vie formidable. C'était pas Oui, ça. le mythe du bon Voilà, sauvage, quoi. c'est ça, le Mm. mythe du bon sauvage, qui d'ailleurs est un peu le prisme à travers lequel Gabriel voit les Chagossiens au départ. Mais les Mm. Chagossiens eux-mêmes, ils se perçoivent évidemment comme des pêcheurs, des ouvrières du coco, et puis surtout, pardon pour cette banalité, cette évidence, mais ils se considèrent comme des hommes et des femmes qui sont traversés par des problématiques universelles, amour, famille. Alors on parle de la famille, mais ce sont quand même les femmes qui élèvent les enfants seules en général. Les hommes sont Oui, très absents. Ouais. oui, oui. Ils sont Et là ce pour qui, travailler et rapporter, on va dire, de l'argent. Enfin, pas de l'argent, pardon, du coup, parce qu'il n'y a pas d'argent, mais de quoi vivre. Le lapsus était révélateur de notre civilisation à nous. Mais en aucun cas, c'était des pères. non, mais ce qui est très intéressant, justement, j'allais te dire ça, c'est qu'à un moment dans le livre, tu dis, il n'y a pas de père. Ouais. Et Gabriel, quelque part, quand il arrive et qui tombe amoureux de Marie et qu'ils ont un enfant, c'est le premier père de l'île et de l'histoire, quoi. Parce que quelque part, on savait pas vraiment qui étaient les pères, on reconnaissait pas les enfants. C'était les enfants du groupe, en fait. Oui, il y avait cette espèce d'état spontané où on n'allait pas dans des bureaux, effectivement, parce que les bureaux n'existaient pas. Il n'y avait pas véritablement de structuration administrative ou quoi que ce soit. Et Tout était simple, en fait. c'était une vie extrêmement simple, mais pas pour autant, effectivement, qu'il fallait leur ôter leur paradis. Mais Non. je pense que cette simplicité, évidemment, a été aussi leur épine dans le pied, puisque on a cru qu'on allait pouvoir faire de ce qu'on allait, enfin ce qu'on souhaitait, tout simplement parce qu'ils étaient pauvres, analphabètes, et puis noirs. Je trouve que, enfin, ça c'est particulièrement sensible quand on fait connaissance avec la femme de l'administrateur qui s'appelle Geneviève et qui, elle, a vraiment tous les codes des Européens affreux, enfin des colons bourgeois en fait, et Oui. qui les traite comme des domestiques. Alors, pour la petite anecdote, il se trouve que ce personnage est vraiment inspiré de la femme de l'administrateur qui vivait à l'époque Elle à existait. Diego Garcia, qui existait, qui était une Mauricienne, encore une fois, une Mauricienne blanche, là, en l'occurrence, et qui avait, c'est un souvenir direct de ma mère, ça, qui avait dit à ma famille qu'elle détestait l'eau et elle détestait la mer. Alors, quand on se trouve sur une bande de sable très étroite, cernée de toutes parts par les flots, La effectivement, ça pauvre. partait mal. Oui, c'est ça. Oui. Mais si tu veux, il y a quelque chose de très frappant dans ton livre, c'est la manière dont tu as retranscrit le créole à l'écrit. Ce qui Mm, était potentiellement très casse-gueule parce que mm. ça pouvait être caricatural. Et en fait, tu arrives à retranscrire dans le lexique qu'ils utilisent le rapport concret qu'ils ont au monde, par Oui, opposition au rapport abstrait qu'amènent Gabriel et l'administrateur et les directives des Anglais. d'une certaine manière, sans forcément tomber dans le schématisme des choses, mais c'est vrai que du côté chagossien, on est au plus près du corps. Et le corps dans tous ses états, y compris dans l'oralité du créole. Le créole est une langue extrêmement imagée qui fonctionne beaucoup plus à l'oral qu'à l'écrit. On a du mal d'ailleurs à trouver un moyen de transcription qui satisfasse tout le monde. Il y a des guéguerres à ce sujet-là. Euh, mais j'avais un vrai problème qui était le fait d'être comprise par des lecteurs français.
Et du coup, je ne pouvais pas mettre dans le livre à part entière le créole mauricien tel qu'on peut le retranscrire phonétiquement parce que les gens auraient été perdus. D'ailleurs, j'avais fait un test et mon éditrice m'avait dit « Ouh là là, moi j'ai rien compris, donc ça va pas, ça marche pas ». À côté de ça, l'essai du bon français, entre guillemets, c'était pas crédible et puis on voyait pas la différence de niveau de langage entre les personnages, donc il manquait quelque chose aussi. Et ma solution, ça a été finalement d'inventer un vrai faux créole. J'allais presque dire de traduire le créole vers le français. C'est sans doute la manière la plus juste et précise d'écrire ce que j'ai voulu faire pour que ce soit immédiatement compréhensible par les lecteurs, mais que ça donne cette couleur, cette musique aussi propre à la langue mauricienne. Donc j'ai joué avec ça et finalement, cette langue-là, c'est peut-être celle aussi qui me ressemble intrinsèquement parce que c'est la langue métisse Mais oui, dans toute sa splendeur, quoi. Ouais. on sent que c'est la langue de l'enfance aussi, enfin de ton enfance, je veux dire. Je dirais même plus, c'est la langue maternelle, Ouais. c'est la langue de l'émotion. Parce qu'avec ma mère, chaque fois qu'il y a un état, alors je ne sais pas, d'inquiétude, de peur, de colère, de joie profonde, ça sort en créole. C'est souvent ça, on revient au corps, c'est quand le corps Mm. parle en premier, eh bien la langue suit, et c'est en créole en général qu'on avait ces échanges. Donc c'est la langue pour moi de l'état émotif. Oui, la langue viscérale en fait. Mm. Et et il y a aussi un rapport absolument direct à la violence dès le début du livre avec le bœuf qu'on Oui, sacrifie en fait, oui. qui est une vision quasi prophétique en plus, parce que c'est une vision de cauchemar pour Gabriel qui débarque là, qui voit le massacre de cette pauvre bête Ouais. qui arrive à la mer. Et je pense que c'est une vision qui est très primitive et très belle paradoxalement, c'est-à-dire que jamais dans ton roman tu ne fuis la violence ou tu Mm. n'embellis la violence. Enfin, on le voit dans une scène d'accouchement, on voit de la sueur, on voit du sang, on voit de la fièvre, Mm. on voit du sexe, enfin, on voit tout ce qui est sensuel. C'est un roman profondément sensuel et plein d'humanité et qui s'oppose à la grosse machine qu'on va déchaîner contre les Chagossiens. Alors oui, ce que tu dis sur l'importance de la violence et le sacrifice, on pourrait dire, si on voulait se placer d'un point de vue plus mythologique, le Mm. sacrifice du bœuf au début du roman, c'est pas un spoiler pour les gens qui nous Non. regardent, c'est aussi une scène vécue par ma mère. C'est-à-dire que lorsqu'elle se trouvait à Diego Garcia dans les années 60, elle assiste donc elle-même au débarquement des marchandises sur la petite jetée de bois de Diego Garcia. Elle fait partie des gens qu'on débarque, hein, puisqu'elle était sur le fameux Sir Jules, le paquebot. Et il y a ce pauvre bœuf qui va se casser la patte au moment où on le transfère sur un canot. Et à partir du moment où on a identifié le problème, qu'on comprend que la bête ne pourra pas être guérie, la question se pose, est-ce qu'on va l'abattre ou pas? Et bien sûr, le peuple chagossien qui vit surtout de la pêche et n'a pas souvent accès à la viande, se réjouit, c'est une vraie fête, c'est une liesse, tu dis primitive, mais ça c'est notre regard à nous toujours. Pour eux, c'est Mm. juste une vraie liesse que de pouvoir avoir un peu de viande. Donc, ils vont tuer le bœuf. Mais ils vont le tuer comment? Ils vont le tuer avec les moyens du bord, ils vont le tuer avec un marteau. Et ça, ma Un mère m'a marteau. toujours raconté le moment où le marteau s'enfonce dans le front de la pauvre bête et qu'elle s'affaisse. C'est vrai que c'est quelque chose de très, très saisissant pour nous, même un Mm. peu inquiétant et prophétique. Moi, je l'ai vu comme ça, dans une dimension presque de tragédie classique. Mm. Et le sang va se mêler à la couleur bleue du lagon. Voilà. Et ça, pour moi, c'était aussi un moyen de mettre en avant tout de suite le rôle de la nature dans le roman. Parce que la nature, je crois, est presque un personnage à part entière du livre. La Exactement. nature qui nous rattrape, hein. On est bien placé pour le savoir maintenant. Oui. Et cette nature qui est toujours ambiguë, qui parfois protège, qui parfois console, mais qui souvent aussi accable et tue. Donc, il y a aussi un cyclone à un moment dans le roman, mais c'est une espèce de parallèle avec la violence de l'histoire. Donc, on a la violence des éléments, la mer, les flots, le ciel. On a la violence de l'oppresseur britannique, de la colonisation, de tout ce qu'on va évoquer, j'imagine, tout à l'heure. Mm. Et cette confrontation-là, elle nous permet de comprendre peut-être que lorsqu'on on touche à la nature, d'une certaine manière, on finit par le payer. Voilà, je pense qu'en filigrane, quand même, il y avait quelque chose de cette nature. Et
Et ça nous ramène aussi, oui, à la mythologie un peu et à la tragédie classique. Oui, et ça nous ramène aussi à une culpabilité qui peu à peu envahit tout dans le roman. C'est-à-dire, c'est une série de culpabilités partagées, c'est-à-dire entre Gabriel et l'administrateur Molinard qui sont au courant de ce qui se trame, c'est-à-dire que les Anglais vont chasser la population de l'île Mm. et doivent garder le silence par rapport à la population. Mm. La culpabilité de Marie qui a un doute sur le père de son enfant Mm. et, une armée de secrets et de silence qui peu à peu s'installe, autant dans l'intimité que dans l'histoire en train de se dérouler. Et c'est une symétrie que tu gardes tout le long du roman. C'est-à-dire que l'intimité des personnages répond au désastre qui se joue à l'extérieur. Bien sûr, ça c'était capital pour moi au moment de l'écriture, de me dire qu'il fallait se mettre toujours à niveau de personnage. Donc vraiment, et pour ces protagonistes, ce qui compte en premier lieu, c'est leur vie personnelle, c'est-à-dire les hommes, les femmes qu'ils aiment, leurs enfants, comment survivre, les problèmes, j'allais dire, un peu du quotidien, et puis tout ce qui fait qu'on est un peu humain, l'amour, le deuil, etc. Et quand l'histoire vient percuter de plein fouet ces destins intimes, individuels, il y a forcément des interactions, il y a forcément des routes qui sont déviées, des parcours qui évoluent, mais C'est la blessure de la petite Suzette. la petite Suzanne, par exemple, Ouais, effectivement, Suzanne. mais surtout, moi, je trouve que ce qu'il fallait laisser passer, c'était comment l'histoire vient se rajouter, en fait, à des problématiques très personnelles. Et donc, le ressort narratif, c'est le lien entre Marie-Pierre la Douceur et Gabriel Némorin. Et l'histoire s'entremêle dans tout ça. Mais il fallait que le ressort premier d'écriture, ce soit ce qui arrive à chacun de manière très profonde, très intime. Oui, et c'est l'histoire d'un amour qui peu à peu se complique et finit par ne plus se comprendre parce que Gabriel se mure dans son remords et Marie-Pierre se sent abandonnée et se sent un peu perdue en face de Oui, la réaction de cet homme. oui, oui, il fallait jouer de toute manière avec les codes de la tragédie. J'ai mis Mm. en exergue une phrase de Bérénice. C'est un petit clin d'œil, bien sûr, au lecteur pour l'aiguiller dans cette voie-là. Mais je crois surtout que, au-delà de tout ce qu'on dit, ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment, après la passion, la colère, finalement, allait pouvoir réunir ces deux êtres. Alors, la colère, l'engagement, la révolte, l'envie de se racheter, effectivement. Euh, mais voilà, c'était ce sentiment aussi de vitalité face à l'adversité qui leur permettait de dépasser peut-être les problématiques amoureuses plus classiques. Oui, mais il y a une dimension aussi de désastre absolu quand on évacue l'île, quand on Oui. organise la déportation des habitants qui rappelle les négriers, pour être clair. Enfin, ils sont jetés à fond de cale, ils ne Mm. savent pas où ils vont. Et notamment, enfin, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est le sort des animaux qu'on fait à leurs animaux domestiques. Oui. Ça, c'est un crève-cœur parce que pour situer les choses, pour les gens qui n'auraient pas lu le livre, il faut imaginer que ces gens donc, qui vivaient sur cet archipel, encore une fois, paradisiaque, au plus près de la nature, etc., du jour au lendemain, se sont trouvés jetés de manière ultra violente sur ce bateau pour ne jamais plus revoir leur île. Ils ont eu 1 heure, en fait, pour faire leur bagage, si on peut dire, pour jeter quelques affaires dans des draps et pour abandonner tout ce qui faisait leur vie jusque-là, y compris leurs animaux, les chiens, les poules, les chèvres. Et ça a été un crève-cœur terrible parce que c'était le début de la barbarie, en réalité. Et c'était le début de la balafre de la civilisation sur leur île. Si on pouvait mettre la photo de la base militaire qu'on voit Oui, à un moment donné dans les photos que tu nous as fournies, oui, pour montrer l'avant et pour l'après. Parce montrer que, comment on a défiguré ça, voilà, là, vous voilà. voyez les avions vert de gris alignés sur la piste qui autrefois était une grande plage et un terrain, comme vous le voyez tout à l'heure avec la petite hutte. Cette base militaire, j'en dis un mot quand même, hein, c'est la base de Diego Garcia. Elle est en activité depuis en gros le début des années 70. On était à l'époque en pleine guerre froide, donc c'était un point éminemment stratégique
au cœur de l'océan Indien, à portée de missiles, de l'Afghanistan, de l'Asie, de l'Afrique, bref, une zone vraiment capitale pour le bloc de l'Ouest, parce que derrière les États-Unis, il y avait quand même aussi, bien sûr, le Royaume-Uni, mais finalement tout le bloc de l'Ouest. Les choses se sont faites avec l'accord de l'ONU. Hein. Bon. C'est une base qui, aujourd'hui, rend la restitution des îles, telle qu'on l'espère, aux Chagossiens, extrêmement problématique. Mm. Et surtout que ces Chagossiens, on leur a imposé un deuil et un désespoir qu'ils n'attendaient pas, qu'ils n'étaient pas censés connaître, et on les a parqués à Maurice dans des espèces de bidonvilles. Enfin, je crois que Olivier Bancou m'avait dit que c'était même des endroits qui étaient destinés à des animaux. Voilà. Alors, Olivier Bancou, c'est l'actuel leader de la cause chagossienne, que Nicolas a Mm. pu interviewer, qui a été d'ailleurs très précieux pour moi dans l'écriture de ce livre parce qu'il m'a donné beaucoup d'informations. Moi, je suis allée à Maurice enquêter dans les archives chagossiennes, donc j'ai pu avoir toutes les photos, discuter avec les Chagossiens eux-mêmes, vraiment m'imprégner de cette mémoire et m'en faire un peu le porte-voix. Mais oui, l'arrivée à Maurice a été apocalyptique, rien n'était fait, rien n'était préparé, personne ne les attendait, donc bidonville, saleté, misère, tout ce qu'on peut imaginer de pire, finalement, ils l'ont vécu, quoi. Oui, c'est assez effarant la manière dont on voit à quel point ils passent d'une espèce d'existence paradisiaque, harmonieuse, enfin, où tout se passait à peu près bien, à une existence de mendiant, puisque le petit Joséphin propose de l'eau à des dames qui vont au cimetière pour arroser les fleurs, quoi, et Ouais, contre quelques pièces. c'est ce qu'a vécu le fameux Olivier Bancou enfant. Un cimetière, c'est un sous le seau. Un sous le Ouais. seau d'eau. Bon, ça dit tout, je trouve. Pas besoin d'en dire plus. Je trouve ça. D'ailleurs, enfin, Olivier Bancou, moi, enfin, maintenant que je l'ai rencontré et enfin, que je lui ai parlé et que il se retrouve vraiment dans le personnage de Joséphin, puisqu'il est celui il va reprendre le combat des Chagos qui est initié par Marie, parce que Marie-Pierre, dans ce moment-là où ils sont à Maurice complètement pauvre et désespéré, elle va commencer à s'affirmer. Oui. Elle va notamment être engagée par une dame qui s'appelle Evelyne et qui va lui rendre un peu de dignité, une première lueur d'espoir et qui va montrer à quel point c'est une femme d'honneur, Marie-Pierre la Douceur. Et il lui manque les mots, il lui manque les codes, il lui manque tout pour être activiste mais elle a la vérité du ventre, quoi, des tripes, et c'est une Chagossienne avant tout. C'est un personnage en fait que j'ai inventé à partir de trois figures bien réelles. Parce que dans le combat des Chagossiens pour retrouver leurs îles, un combat qui se poursuit toujours aujourd'hui, eh bien, à l'origine, il y avait trois femmes, trois résistantes, dont la mère d'Olivier Bancou, qui s'appelait Rita Bancou, qui a vécu jusqu'à 91 ans, et qui était un sacré personnage, sacré tempérament. Et moi, je trouve merveilleux à chaque fois ces figures féminines extrêmement puissantes qui sont capables quand même, là il faut remettre les choses dans le contexte, ces femmes-là qui n'avaient rien, qui allaient pieds nus, qui devaient fouiller les poubelles pour donner à manger à leurs gosses, elles ont défié qui? Le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est hallucinant quand même. Donc elles sont très très Jusqu'à fortes. les entraîner jusqu'au tribunal de La Haye, enfin, par l'intermédiaire du combat qu'elles ont initié, quoi. Complètement, ça c'était le grand moment pour moi de septembre 2018. Il y a eu un grand procès à la Cour internationale de justice à La Haye. J'étais moi-même dans la salle du côté de la délégation chagossienne, j'étais avec eux. Et c'était le combat un peu d'une vie hein, pour Olivier Bancou que d'être là, représenter finalement son peuple, et puis être face aussi à l'émanation de l'ONU. Encore une fois, l'ONU qui, à l'époque, avait signé l'accord pour monter la base militaire sur ce territoire, parce que à l'époque, évidemment, ils avaient arrangé des choses en disant qu'il n'y avait pas de population indigène sur l'île, il n'y avait que des oiseaux. Bon, et que sinon, il y avait quelques hommes, et ces hommes, je cite, étaient des hommes Tarzans ou des vendredis. Allusion Oh là à là. Vendredi ou la vie sauvage. Voilà, bon, ben, l'ONU, quand même, avait un peu cette marque d'infamie là sur le front, et il fallait peut-être purger ça, nettoyer ça, et le verdict a été important.
Mais c'est un combat qui est toujours suspendu, qui continue, parce que, évidemment, c'est trop stratégique. Aujourd'hui, on imagine bien avec le risque terroriste, etc., plus l'attrait économique, évidemment, de cette région du monde, que les États-Unis et les Anglais ne sont pas prêts à rendre leurs îles aux Chagossiens. Donc le combat continue. C'est Sisyphe, c'est vraiment le mythe de Sisyphe, ça continue toujours, toujours. Oui, mais je pense que c'est là à quel point on voit que une nation qu'on considère comme acquise, on considère qu'on ne sera jamais spolié de la terre qu'on connaît, de nos Oui. origines et tout ça. Et là, que se passe-t-il quand on se retrouve dans cette situation-là et que c'est le fait du prince, en gros? Enfin, Oui, et puis il faut imaginer la violence de ce que ça représente. Vous êtes chez vous, vous êtes en train de piocher votre lopin de terre, vous êtes en train peut-être de câliner vos enfants, et il y a des soldats britanniques armés qui débarquent, qui vous disent, vous avez 1 heure pour faire vos valises et vous devez absolument partir. Pas le là, choix. Et c'est partir pour aller totalement, où et voilà. totalement. J'aimerais lire un passage à ce sujet qui se situe page 185. On va faire comme dans la grande librairie, tu vas voir, ça va être génial. Parfait. Et Merci François. de rien. Et non, c'est le moment où Joséphin raconte le témoignage de Marie-Pierre Ladouceur qui a été rédigé à l'aide d'un avocat. Oui. Donc, elle décrit la vie d'avant et ce qu'elle a trouvé sur l'île Maurice. Et je trouve que ça synthétise bien tout ce qu'on vient de dire. On mangeait à notre faim, des choses saines. C'était simple. En plus de notre ration de riz, de sucre ou de légumes, on avait droit de temps en temps à des bidons de vin. Le quotidien était paisible. On allait à notre rythme. Ce n'était pas une vie économique. Je tourne ma page. Voilà. Au Chagos, chacun avait sa maison. Si on n'en avait pas, on choisissait un bout de terrain et on prévenait l'administrateur qu'on allait construire quelque chose à cet endroit. Chez moi, on était 3, ma fille Suzanne, mon fils Joséphin et moi. La religion comptait beaucoup, on faisait nos prières et souvent avec ma sœur et les petits, on allait fleurir la tombe de nos ancêtres, surtout celle de ma mère. Quand on a été forcé de partir, on a perdu tout ça. On a perdu nos biens matériels et immatériels. On a perdu nos emplois, notre tranquillité d'esprit, notre bonheur, notre dignité. On a perdu notre culture et notre identité. Ouais. On Et c'est comprend ça que qu'ils c'est. veuillent regagner tout ça. On Mais comprend. oui, et ce qu'il y a d'effarant, c'est que ça s'est passé en gros de 67 à 75 dans le Oui, bouquin. oui. Et qu'ils se battent depuis ce temps-là pour récupérer ce que nous, on considère comme évident, et dans l'ombre de l'histoire en plus, puisque les Anglais ont tout fait Tout à pour fait. étouffer ça. Tout à fait. C'est aussi une histoire de silence et de lumière, d'ombre et de lumière. Le moment où enfin on parle d'eux, c'est la première pierre de l'espoir. Je pense que j'ai voulu écrire un livre sur la foi. Pas la foi religieuse en tant que telle, mais la foi qui fait que le matin, alors qu'on sait quand même que le combat va être difficile, peut-être même que le combat est perdu, mais quand même on y retourne et on enfile son t-shirt, ses chaussures et on y va et on y retourne. Moi, c'est quelque chose qui m'émeut profondément. Voilà, de se dire qu'on ne se résigne pas, qu'il y a des choses plus grandes peut-être que euh, le confort, parce qu'on leur a proposé des compensations financières et ils en ont refusé certaines. Ce livre parle aussi d'ailleurs de la dette à tous les niveaux, l'argent. Je le dis au début dans le premier chapitre, mais un petit clin d'œil au Marchand de Venise, cette livre de chair prélevée qui va être finalement l'acte suprême du diable, quoi. Et c'est sûr que le courage qu'il faut quand même pour résister, lutter en permanence, est quelque chose qui est inspirant pour tout un chacun. C'est ça. Et concernant Joséphin, quand même, qui rythme tout le livre entre les chapitres du livre et l'histoire de sa mère, on voit cette obstination à garder l'espoir. Et finalement, garder l'espoir, c'est peut-être la chose la plus provocatrice qu'on puisse vivre et la plus exigeante, la plus dure, Oui, parce que tout les a découragés. oui. Alors ça, ce que tu dis me parle à 200%. Renoncer est beaucoup plus simple.
Et demander à la vie qu'elle soit finalement plus légère, ça aurait été plus simple pour eux de se dire, OK, bon, maintenant, 50 ans après, on est à peu près intégré à la société mauricienne, on a eu nos enfants sur cette île. Voilà, laissons tomber, c'est les combats du passé, on n'a plus de raison de se battre à tout prix. Mais en fait, non. Non, parce que la vie doit être plus que ça. La vie doit être une forme aussi de quête de la dignité, de la justice, et que de renoncer, de baisser les bras, d'une certaine manière, c'est leur donner raison. Et ça, je trouve qu'en ce sens, leur histoire, d'un point de vue universel, est extraordinaire. Et puis je pense que, enfin, tes deux livres parlent de ça, c'est-à-dire qu'on peut contester un ordre établi s'il est injuste. Même Oui, s'il a oui. l'air installé, même s'il a l'air... Evelyne Pizier, c'était l'autorité du père qui était maurassien et d'extrême droite, Mm, qui peu à peu s'éveillait à sa conscience féministe. mm. Et là, c'est Marie-Pierre Ladouceur qui, de Illoise, humble et sans histoire, bah, se découvre un destin d'activiste pour remettre en question un ordre ancien, en fait. Oui, oui, alors ça, c'est quelque chose que j'aime profondément, la Mm. manière dont la rébellion peut être un acte d'une vitalité folle et éclatante. Ça, Evelyne Pizier était évidemment extraordinaire de ce point de vue, mais j'ai trouvé dans la communauté chagossienne ce même élan, cette force-là. Donc ça, c'est vrai. Et puis, il y avait une idée à laquelle je tenais beaucoup aussi, parce qu'on a parlé de culpabilité à un moment, mais c'est celle du pardon. Et le pardon, d'une certaine manière, on peut le réserver à un homme, un être humain qui pourtant s'est mal comporté. En revanche, on ne peut pas pardonner un État, on ne peut pas pardonner un système. Donc voilà, dans cette colère-là, dans cette rage-là, je pense qu'il y avait aussi l'envie de secouer ces puissances donneuses de leçons qui en réalité ont écrasé la population pendant des C'est siècles. ça, c'est vraiment ce que je tiens à signaler sur ce bouquin, c'est que il n'y a aucun méchant, Oui, il n'y a aucun personnage qui soit mauvais, mais c'est la machine qui broie les hommes qui est ouais. méchante. C'est peut-être mon petit côté rousseauiste sur les Ouais, morts. c'est ça. On en parlait l'autre jour. Oui, Mais, mais, euh, mais c'est vraiment, c'est ça qui est très juste en fait, parce qu'il n'y a pas d'homme qui soit foncièrement mauvais. Je ne crois pas à ça. Et je crois par exemple que là, ce qu'on a fait subir à ces gens pour un point de vue géopolitique un peu, c'est du Bismarck, quoi. C'est la politique du pire. oui, et puis c'est aussi la négation de l'individu et de l'humain, Oui, parce que je crois oui, sincèrement que pour les forces britanniques de l'époque, ces gens-là ne comptaient pas et d'une certaine manière n'existaient pas. oui. C'était une espèce de masse indistincte, encore une fois, analphabète. On sent aussi peut-être l'héritage de l'esclavage, hein, effectivement. C'était pas des Oui, humains, donc à partir du moment où une c'était pas des espèce de humains, on pouvait mépris les pour ces déporter. gens. Oui, Oui. tout à fait. On voit Et Nathalie, elle est revenue. elle est revenue. J'ai beaucoup, beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas si tu as terminé, Nicolas, je peux y aller? Je peux aller dans Oui, les j'ai à questions? peu près dit tout ce que je voulais. Donc, moi, Merci je voulais juste te Nicolas. dire, Caroline, que j'avais lu ton livre avec beaucoup d'attention. J'ai trouvé qu'il y avait Merci. beaucoup de profondeur, beaucoup d'émotions. On ne peut pas rester indifférent à la lecture de ton livre. Non. Il y a une portée qui est... Ouais, il y a beaucoup d'émotions. Dans tout ce que Nicolas t'a fait dire, ça se ressent aussi. Il y a une Merci. première question. Il y a une dame qui t'a écouté. Tu as fait une rencontre chez Marie-Adélaïde au Mans et tu avais dit Oui, que tu avais le projet d'aller à l'île Maurice. Donc, elle voudrait savoir si tu vas y aller en juillet, si tu vas réussir à y aller. Et est-ce ah, qu'elle voudrait que tu redonnes les coordonnées de l'association pour soutenir les actions que tu fais auprès des Mauriciens? Est-ce que c'est possible, ça? bien sûr. Alors bon, malheureusement, Covid oblige, j'ai dû annuler mon séjour à Maurice, donc c'est reporté. On avait prévu en plus de le présenter là-bas, de faire des choses Quel peut-être avec l'Alliance dommage. française. Donc ça, c'est reporté pour le moment. Je peux vous envoyer le lien de la cagnotte, effectivement, Okepal, ça c'est le nom. Ça s'appelle Rendez-nous notre paradis et c'est une cagnotte en faveur des Chagossiens. Alors, initialement, c'était pour leur permettre de se rendre à Londres depuis Maurice, puisque le billet d'avion est cher, et parce qu'il y avait un procès à la Haute Cour de Londres là, au mois de mai. Évidemment, avec le Covid, ils n'ont pas pu se déplacer. Le procès s'est tenu à huis clos. On attend le verdict. On verra. J'espère vraiment que ce sera positif. Mais rendez-nous notre paradis sur le site Okepal.
vous permet d'accéder à la cagnotte. Et de toute manière, les Chagossiens sont dans une situation matérielle aujourd'hui extrêmement difficile, et encore plus avec le Covid. Le confinement était assez difficile. Donc, toute aide sera évidemment la bienvenue. En parlant de verdict, il y a quelqu'un qui a posé la question, quel a été le verdict de La Haye? Tout à l'heure, tu en as parlé. Est-ce que tu peux... Alors, c'est un verdict positif en faveur des Chagossiens. La Cour internationale de justice a émis ce qu'on appelle un avis consultatif en disant que l'occupation de Diego Garcia par les Anglais et les Américains était illégale. Mais c'est un avis consultatif, c'est-à-dire que ce n'est pas contraignant. Donc, c'est une espèce de vide juridique qui malheureusement fait qu'on perd encore du temps. Et c'est là-dessus quand même que les Chagossiens se sont appuyés pour le dernier procès à Londres, là, au mois de mai. D'accord. Alors, au début, Nicolas a porté la confusion parce qu'il a parlé de ton deuxième premier roman. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas en disant mais comment ça, deuxième, premier roman? Nicolas, c'est pas bien, hein? Je suis désolée. Est-ce que tu peux vraiment expliquer? Bien sûr. Le premier roman était un premier roman à 4 mains qui s'appelle Et soudain la liberté, et que j'ai écrit dans des conditions très, très particulières, puisque j'ai commencé cette aventure en étant l'éditrice du livre. J'ai découvert, j'ai rencontré une femme prodigieuse qui s'appelait Evelyne Pizier, qui était notamment la sœur de l'actrice Marie-France Pizier, mais qui était avant tout une femme d'une intelligence et d'une humanité exceptionnelle, et qui, très tristement, alors qu'on travaillait sur son texte, est morte brutalement. Et elle m'a demandé, pour ses dernières volontés, en fait, de terminer le livre. Et donc, ce livre qui, au départ, était un livre signé par Evelyne Pizier, est devenu un livre signé par Caroline Laurent et Evelyne Pizier, dans des conditions, encore une fois, inédites. Donc, c'était un 4 mains tout à fait singulier. Et donc, Rivage de la colère, c'est le livre que j'ai écrit pour la première fois seule. Voilà. Alors, justement, il y a une question. Est-ce que tu as pu échanger avec Evelyne Pizier sur ta propre histoire? Oui, un peu. C'est pour ça que je disais aussi que ma rencontre avec elle m'a donné la force d'écrire Rivage de la colère, parce que j'ai parlé, bien sûr, de l'île Maurice, je lui ai parlé de ma mère, du rapport au colonialisme, la sensualité des îles aussi. On avait ce point commun, je crois, toutes les deux, le fait pour elle d'avoir grandi d'abord en Indochine, puis à Nouméa, et d'avoir vécu de nombreuses années à Cuba, faisait qu'il y avait une proximité dans l'approche du monde insulaire assez nette. Donc, je lui avais parlé de mon histoire, mais pas encore de ce projet de roman, parce qu'à l'époque, je ne me sentais pas suffisamment forte pour écrire. Alors, j'ai une question qui est arrivée là. Est-ce qu'on peut parler de matriarcat dans ce que tu as au Chagos dans ton livre? Ouais. Peut... J'imagine que j'ai plus de détails sur la question. Donc, Oui, alors on peut, d'un point de vue de la répartition familiale, dire ça effectivement pour la vie chagossienne avant la déportation, dans le sens où les femmes structuraient quand même la société de façon très forte. Il y avait quand même quelques hommes qui rachetaient un peu la cause en étant plus engagés, je veux dire, auprès de leur famille, qui assumaient un peu la casquette de père de temps en temps. Mais globalement, c'est vrai que les femmes étaient dominantes. Ouais. Alors là, il y a une autre question qui vient d'arriver. Quel est le regard des Anglais aujourd'hui sur cette histoire? Est-ce que tu as des retours Alors, je pense qu'on ne peut pas parler des Anglais. C'est souvent le problème des généralisations. Les Anglais avocats de la couronne sont totalement hostiles à l'idée de rendre les îles aux Chagossiens. À l'inverse, il y a des avocats anglais qui soutiennent les Chagos et qui sont très investis pour inverser le cours des choses. Il y a beaucoup d'Anglais qui ne connaissent pas cette histoire. Donc la situation, comme souvent, elle est complexe et partagée. Je pense quand même que quand on apprend ce qui s'est passé, quand on a les détails quand même de cette histoire terrible et révoltante, bon, j'ose espérer en tout cas que le cœur penche un peu du côté des Chagossiens. D'accord. Là, il y a une question qui est assez intéressante. Tes romans font une place à l'histoire, mais aussi à l'engagement. Est-ce que tu recherches ça également dans les livres engagés quand tu es éditrice, en tant qu'éditrice? Est-ce que tu recherches l'engagement à tout prix? Non. Je recherche l'engagement dans l'écriture, je recherche l'engagement dans ce qu'on donne de soi à travers l'écriture, mais pas l'engagement au sens politique. D'autant que l'engagement est quelque chose qui vous tombe un peu dessus. Moi, ce n'était pas calculé, ce n'était pas intentionnel même, je dirais. C'est simplement que dans ma manière d'être, de réagir aux situations d'injustice,
sans doute que malgré moi, je suis engagée par les circonstances. Si Rivage de la colère est un roman engagé, encore une fois, c'est malgré moi, d'une certaine manière. C'est pas un calcul. Et puis, je me méfie en plus un peu des étiquettes, artiste engagé, auteur engagé. J'ai toujours l'impression que l'engagement, ça se décrète pas. Voilà, on agit, on fait des choses, et après, on arrive peut-être à se dire, ok, finalement, c'était un livre engagé. Mais si c'est une démarche calculée, affichée au départ, je trouve qu'il y a quelque chose de faux. Mais comme éditrice, non, je cherche juste l'émotion, je cherche la voix, je cherche le cœur qui palpite, voilà. Est-ce que selon toi, on pourrait évoquer un crime contre l'humanité? Oui. Alors oui, et la question est très intéressante parce que c'est justement une des pistes en fait pour les Chagossiens aujourd'hui. Ils vont essayer d'aller à la cour pénale et de faire reconnaître cette déportation comme crime contre l'humanité. C'est d'une certaine façon leur dernier recours pour avoir gain de cause. Et quand on regarde la manière dont les choses se sont passées, finalement, moi je considère en effet qu'il y a une telle négation de l'humanité dans cette histoire que ça pourrait être reconnu comme tel. D'accord. Alors là, je vais essayer de compiler 2 questions qui se regroupent. Comment arrive-t-on à narrer avec précision une histoire aussi riche que celle-ci en 256 pages? Et combien de temps as-tu mis pour l'écrire, justement, ce roman? Alors, je ne sais pas comment on fait pour être synthétique ou pas synthétique par rapport aux faits historiques. Je pense que la seule solution, c'est de suivre ces personnages. Je suis très attachée à cette idée. Quand on choisit la forme romanesque, on choisit les personnages, on choisit l'incarnation, on choisit de faire corps. Si on préfère d'autres styles, d'aller vers le récit, d'aller vers la poésie, le théâtre, on peut se permettre autre chose. Mais si on choisit le roman, je pense qu'il faut des personnages. Donc moi, je me suis mise encore une fois à la place de Marie-Pierre, de Gabriel et de tous les autres, et je les ai suivis dans leur errance, dans leur parcours. Après, pour les délais d'écriture, ça a été assez rapide. Moi, j'écris souvent quand je suis au pied du mur, au dernier moment, pour lâcher les chevaux, pour ne plus avoir le choix et arrêter de me poser des questions, peut-être, ce qui est assez fatigant pour l'entourage. Bon. Non, je pense que j'ai écrit en 3 mois, quelque chose comme ça. Mais bon, essentiellement la nuit et pendant les vacances. D'accord. Alors, il y a une question là. Est-ce que c'était important pour toi en tant qu'auteur de faire ce devoir de mémoire à travers ce livre, ou est-ce que tu aurais pu le faire beaucoup plus tard? Est-ce que c'était important maintenant ou tu aurais pu le faire plus tard? C'était important maintenant, pour plein de raisons. La première, elle est un peu mystérieuse, c'est que c'est cette histoire qui s'est imposée à moi et que j'arrivais pas de toute façon à en imaginer une autre. La deuxième, c'est que je voulais faire ce cadeau à ma mère à tout prix. Je pense que je voulais voilà, qu'elle puisse lire cette histoire, voir à quel point ce qu'elle me racontait lorsque j'étais enfant m'avait marqué. Euh, voilà, ça c'était quelque chose de très intime mais qui m'a paru déterminant. Et puis, je pense que c'était aussi le moment pour les Chagossiens, parce que ça fait 50 ans qu'ils se battent et qu'il y a peut-être un moment où ça va devenir un peu juste, parce que là, c'est encore des gens qui ont vécu dans leur chair la déportation, parce que c'est récent, mais dans 2, 3 générations, qu'en sera-t-il de ce combat? Donc, il fallait, je crois, entre guillemets, les aider maintenant aussi et mettre en lumière leur histoire maintenant. Il y a une question sur les réactions de ta famille et notamment de ta maman quand elle a lu le roman. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été fort, ça a été... Ouais, une grande J'imagine. émotion. Ouais. Oui, beaucoup d'émotions parce que bon, il y a toujours de la pudeur dans les relations, mais en plus je mets une espèce de postface où j'évoque plus directement ce qui nous lie, elle et moi, et pourquoi cette histoire. Donc je pense qu'effectivement, elle a été extrêmement touchée. Je pense qu'elle s'y attendait pas et qu'elle a mis du temps à comprendre que pour de vrai, j'allais l'écrire, ce livre. Parce que parfois, je lui posais des questions sur ses souvenirs de jeunesse. Donc, elle partait dans sa mémoire et elle voyageait dans sa mémoire qu'elle me partageait. Mais j'avais l'impression qu'elle n'y croyait pas. Et elle a commencé vraiment à sentir que c'était sérieux lorsque je suis partie seule à Maurice pour enquêter dans les archives et que je lui ai dit que je serais auprès de la délégation chagossienne à La Haye. Là, elle a compris que c'était sérieux. Et à l'île Maurice, il a été accueilli comment ton livre? Bah alors, la librairie Papyrus que je salue, Salut. on a fait un très joli post. J'ai eu de la presse là-bas, ça c'était formidable. Donc, l'accueil est très bon. Et puis, bon, on espère qu'avec la fin du confinement, là, le livre pourra à nouveau retrouver ses lecteurs là-bas aussi.
Il y a une question sur la relation avec ton éditrice, parce que toi, tu es éditrice toi-même. Oui. Comment on fait pour prendre de la distance et se laisser... Est-ce que c'est compliqué, ça? Alors, c'est un peu compliqué, dans le sens où je pense que je suis terriblement exigeante avec moi-même et que j'avais envie d'être rudoyée presque, un peu secouée dans mon approche, dans mon travail d'écriture, et que peut-être parfois on me ménageait trop. Voilà, donc j'avais toujours ce doute en me disant est-ce qu'on va être trop sympa avec moi et qu'on ne me dit pas tout ce qui ne va pas. J'avais toujours l'impression, moi, que les choses n'étaient pas assez profondes, assez creusées, que c'était pas bien écrit. Enfin voilà, je me remettais beaucoup en question. Mais ce regard-là de l'éditeur, l'éditrice est absolument déterminant. Moi, j'ai besoin de cette altérité. Et lorsque je me mets cette petite casquette d'auteur, vraiment, je redécouvre tout. Je dois tout réapprendre. Donc, j'essaie de faire le vide et j'écoute énormément les conseils et les remarques. Et donc, là, il y a une réponse en écho. Est-ce que toi, tu ménages tes auteurs en tant qu'éditrice? On va demander ça à Nicolas. Eh oui, oui. Parce que là, les gens ne le savent peut-être pas, les rôles sont inversés puisque Oui. Nicolas a été ton auteur. Donc là, c'est l'auteur qui interroge son éditrice. Donc, oui, Voilà, c'est Nicolas. un exercice un peu particulier. Non, mais elle était si gentille. Non, le truc avec Caroline, c'est qu'elle dira toujours la vérité. Donc, c'est la main de fer dans un gant de velours. Elle va bien enrober les choses. Elle va bien nous préparer, en fait. Mais au bout d'un moment, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas. Et la plupart du temps, elle a raison. Mais je ne crois pas qu'on soit opposés, en fait. Non. Non, tu Non, dis la c'est pas plupart du opposé. temps, mais tout le temps, en fait. Ouais, c'est ça. Elle a toujours raison. Voilà. Je vais prendre Voilà. une Non, mais dernière question parce qu'après, on va être pris par le temps. Est-ce que Oui. tu peux nous parler de cette couverture? Savoir qui est sur Oui, la couverture? ah oui. Pourquoi ce choix de couverture? Et ce sera la dernière question, malheureusement. très bien. Ben, la photo, en fait, c'est moi qui l'ai trouvée. Je cherchais une photo qui puisse dire un petit peu l'arrachement, la nostalgie d'une certaine façon, la mélancolie, mais qui soit aussi très, très belle, quoi, très attirante. Et quand je suis tombée sur cette photo, j'ai eu une espèce de choc esthétique. J'avais l'impression d'être face à une Frida Kahlo noire. Et je me suis dit, c'est elle. C'est vrai qu'elle est très Alors, belle, la couverture. Hein. je trouve cette femme sublime. Mais elle n'est pas a priori chagossienne. Simplement, elle ressemble à des femmes chagossiennes que moi j'ai pu voir directement ou que j'ai découvertes sur des photos d'époque. Et c'était une manière voilà, de rendre hommage aussi à toutes ces femmes résistantes, sachant par ailleurs que les archives chagossiennes, qui étaient très riches, n'étaient pas en assez bonne qualité pour qu'on puisse utiliser une photo en couverture. Voilà. Est-ce que tu as, ça c'est une question subsidiaire, tu y réponds, tu n'y réponds pas. Est-ce que tu as un livre en cours? Alors, je suis dans une drôle de période, comme beaucoup, je pense, suite au confinement, etc. J'ai une envie qui commence un tout petit peu à percer. Et c'est très flou, c'est très confus. Et en même temps, c'est assez agréable parce qu'on sent que c'est le moment où il y a quelque chose qui est en train de mûrir en soi. Et puis, il faut se donner le temps. On verra un peu plus tard. D'accord. Alors avant de vous donner le mot de la fin, c'est moi qui vais faire le conseil poche puisque Nicolas m'a laissé cette lourde tâche. Alors moi j'ai choisi un livre qui s'appelle Balzac, journaliste. C'est sorti chez Garnier-Flammarion. C'est très intéressant parce que tout le monde connaît Balzac, l'auteur, mais personne ne le connaît sous ses chroniques littéraires. Et en tant que journaliste, donc c'est une compilation de toutes ses chroniques et c'est assez intéressant et ça explique pas mal de choses. Donc voilà, donc c'est sorti chez Garnier-Flammarion et je vous le recommande. Avant de vous quitter, je voudrais remercier nos librairies partenaires. Donc, elles sont nombreuses. Dans le désordre, nous avons la librairie Antoine à Versailles. Donc, on salue tous les Versaillais. On va saluer nos amis bretons avec le Forum du Livre à Rennes. Après, on part à Lyon avec les Cocottes Rousses et on finit à Grand-Bay avec la librairie Papyrus. Donc, Allez, Boris. je vous laisse le mot de la fin. Demain, on se retrouvera à 19h avec Vanessa Arcos pour son livre Les orteils se dressent pour écouter. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Merci pour tout, merci. Et puis, à très bientôt en librairie ou ailleurs.